Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo où aujourd'hui on va reparler des géants, ces fameux géants qui démontreraient que la théorie de l'évolution est fausse parce que avant les gens ils étaient grands. Ah oui, donc si avant les gens ils étaient grands et que maintenant ils sont plus grands, l'évolution n'existe pas. Logique créationniste. Bref, on va parler des géants et surtout on va parler de cette infographie-là. Cette infographie-là qui a circulé partout sur les internets, qui existe dans des multiples versions, qui est reprise jusqu'à plus soif par des gens qui ne vérifient pas ce qu'ils disent et ce qu'ils partagent. La symétrie de Brandolini dans son plus bel effet, j'ai presque envie de dire, voilà, ça prend une demi-seconde de partager ça. Vous allez voir que aujourd'hui on va s'attaquer à chaque cas de géant un par un, pour les débunker, et vous allez voir que ça va nous prendre un certain temps. C'est la fameuse loi de la symétrie du bullshit. Il faut 4 secondes pour partager ça, il faut 4 heures pour expliquer tout ça. Alors c'est une vidéo, enfin débunker tout ça. C'est une vidéo dont l'idée m'est venue suite à quelques recherches sur ce géant-là. Vous avez forcément déjà vu passer cette photo. Voilà, ce serait la photo d'un soi-disant géant amérindien, enfin une géante amérindienne, voilà, une femme avec un bébé dans les bras ici, qui aurait été retrouvée à Yosemite, aux États-Unis. Et on l'appelle aussi la momie de Martindale. C'est un cas de géant très classique, on le retrouve dans toutes les vidéos, dans tous les TikTok, dans tous les machins qui veulent vous dire « Oh, regardez, on a découvert des géants », parce que évidemment, pour une fois, il y a une photo. Hein, parce que généralement, qu'est-ce qu'on fait? On vous dit « Regardez, on a découvert un géant », mais en réalité, on vous montre rien du tout. Ou on vous montre un truc à l'évidence photoshopé de l'enfer. Là, au moins, il y a une photo, elle est d'époque, elle est pas fake, elle est réelle. Donc au moins là, il y a quelque chose, il y a du matériel. Bah justement, récemment, je suis tombé sur un bouquin, en fait, sur Google Book, un livre qui s'appelle L'étude scientifique des momies, et dans ce livre, eh bien, on retrouve cette momie de Martindale, la momie Yosemite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette momie de Martindale? Bah, ils en ont fait une étude scientifique, justement. Ils l'ont passée au scanner. Bah, déjà, ils l'ont retrouvée. C'est tout court. Donc, elle est chez quelqu'un dans l'Oklahoma. Voilà, à Ada. Donc, elle a été retrouvée. Elle a été passée au scanner médical. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Bah, ils ont trouvé à l'intérieur des clous. Des clous partout. Comme si on avait tout mis ensemble, quoi. Comme si tout avait été assemblé. Là, ce que vous voyez, c'est la main et le bébé. Donc c'est des clous partout, donc cette momie elle est complètement fake, ils l'ont complètement, c'est complètement une fabrication. Voilà. C'est une fabrication, mais vous voyez qu'il y a des vrais os à l'intérieur, c'est une fabrication à partir de vraies momies. Donc en plus d'être un fake, c'est un cas flagrant de pillage de tombe. Et c'est toujours ça qui se passe dans le cas des momies extraordinaires comme ça, hein, c'est des fakes, c'est pour ne pas les évoquer, les momies de Nazca. Et donc c'est la même histoire que les momies de Nazca, c'est des vraies momies qui se font mutiler, qui se font piller d'abord, qui se font mutiler. Ils ont même regardé la dentition dans ce cas-là, qui n'est même pas une dentition d'être humain, en l'occurrence, ils disent que ce sont des dents de mammifères. Alors on reconnaît effectivement ici, il y a une dent pointue, c'est une dent de chien. On reconnaît là une dent qui est beaucoup trop grosse pour être une incisive, qui ressemble à une dent de chèvre, enfin bref. C'est du fake. Et donc en voyant ce cas-là, en me disant waouh, ils ont retrouvé la momie et ils l'ont analysée et ils ont publié ça dans un journal scientifique, bah je me suis demandé, dis donc, est-ce qu'on pourrait pas faire ça pour la plupart des géants de cette infographie-là? Est-ce que l'exercice ne pourrait pas être fait, et donc est-ce qu'on pourrait pas faire débunker chacun de ces géants un par un? Spoiler, si on peut. Alors on va se lire quand même le contenu de cette infographie avant de commencer avec les géants. Dans ce temps, il y avait des géants. Une citation de la Bible. Toujours un grand classique, hein, mettre une citation de la Bible, parce que évidemment on ne peut pas avoir de la subtilité, hein, quand on est créationniste, ça n'existe pas la subtilité. On attaque directement en disant exactement ce qu'on veut, évidemment, en disant exactement, nous on va être là pour défendre une interprétation littérale des textes sacrés. Alors que ce soit la Bible ou autre chose, puisque cette phrase c'est de l'Ancien Testament, donc c'est dans toutes les religions abrahamiques. Hein. Quelle que soit votre religion, en réalité, les gens partagent cette infographie. Ces figures de restes squelettiques représentent just a few, alors juste une sélection d'humains géants, enfin de restes d'humains géants qui ont été déterrés et documentés à travers
l'histoire. Alors, c'est là où je vais m'arrêter sur juste une sélection, just a few. Ceci est une sélection. Ça veut dire que il y a effectivement beaucoup de cas documentés dans la littérature de géants qui ont été déterrés, la grande majorité d'entre eux n'ayant rien laissé derrière eux, comme par hasard. Comme par hasard. Ah oui, le comme par hasard, ça s'utilise dans les deux sens. Hein. On peut pointer du doigt les scientifiques en disant « Ah, comme par hasard, il reste rien ». Mais on peut aussi pointer du doigt les gens qui défendent l'existence des géants en disant « Bah tiens, comme par hasard, il reste plus rien à examiner pour savoir si vous avez raison ou pas. » Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, ou pas, d'ailleurs. Bref, donc ce just a few, ça veut dire qu'on vous a fait une sélection. C'est-à-dire que ça, mesdames et messieurs, ce sont les arguments, hein, ce qu'il y a d'affiché dans cette infographie, ce sont les arguments qu'ils considèrent comme étant en béton. Ceci est une sélection des meilleurs cas de géants dans le registre historique. Donc dans cette histoire, on a Goliath, donc mettre le mot histoire et Goliath dans la même phrase. Un personnage fondamentalement biblique, donc mythologique. Dire que c'est un personnage historique. Voilà. Ça commence. Le texte, il est... Déjà rien que le texte, en plus de te vendre complètement que c'est à charge, totalement en faveur de la religion, le texte, en plus, il te balance Goliath comme figure historique. On te balance le roi Og des Bashan, une autre figure biblique comme une figure historique, en te rajoutant quand même l'importante citation biblique derrière, disant que son lit faisait 13 pieds et demi de long. Son lit faisait 13 pieds et demi de long. Et oui, madame, et oui, monsieur, vous ne pouvez pas avoir un lit plus grand que vous. C'est interdit dans la Bible. Il y a quelque part écrit dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, je sais pas où, mais il y a écrit, t'as pas le droit d'avoir un lit plus grand que toi, donc, plus grand que toi. Donc si t'as un lit de 13 pieds de long, c'est que tu fais 13 pieds de long. C'est de la logique créationniste, hein, une fois de plus, on lit ce qu'on veut dans ce qu'on veut, hein. Et Maximin le Thrace, l'empereur romain, ou le César, là il l'appelle le César de Rome, l'empereur romain Maximin le Thrace. Maximin le Thrace, erreur fatale. Seul personnage de cette citation qui n'est pas une figure biblique, oui, mais alors là, c'est une figure tellement historique que Maximin le Thrace, il y a des gens qui ont définitivement vécu avec lui, qui ont rapporté qu'il était très grand, mais pas si grand que ça en réalité. Alors, Maximin le Thrace, on peut commencer par lui, hein. Il est là, et il fait 8 pieds 6, 8,6 pieds. Quand on cherche l'homme le plus grand du monde qui s'appelle Sultan Kösen, donc d'origine kurde, nous dit sa fiche Wikipédia, Sultan Kösen, né en 1982, mesure 2,51 m, soit 8 pieds,3. Donc au final, les 8 pieds 6 de Maximin le Thrace rapportés à plus de 1500 ans de distance, hein, je veux dire. Donc on peut d'ores et déjà douter que cette mesure soit correcte. On sait pas trop d'où ils la sortent, mais en gros, Maximin le Thrace a plus de, d'ailleurs ils mettent les dates là, donc c'est 200 après Jésus-Christ, donc c'est même à plus de 1700 ans de distance, à 8 pieds 6, on peut quand même envisager qu'il y a une marge d'erreur. Bon, il est pas si loin de l'homme le plus grand du monde qui vit aujourd'hui. Donc on est très très loin de voir une race de géants non humains dans son existence. C'est dommage. D'autant qu'il y a de la littérature scientifique qui s'est intéressée à son cas, à Maximin le Thrace. Notamment cet article ici sur les géants romains qui nous parle justement de Maximin le Thrace. Il suffit de chercher pour ça CTRL F, l'empereur Maximin le Thrace. C'est les mêmes dates, hein, vous voyez. Et donc qui est décrit d'après la littérature de l'époque, hein, comme étant quelqu'un de très très grand, et qui avait tous les traits de ce qu'on appelle aujourd'hui l'acromégalie, c'est-à-dire la pituitaire, la glande pituitaire qui déconne un peu, et qui vous donne en gros certains symptômes, on va dire, dont l'un est d'être très 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 grand. Alors voici un squelette d'une personne atteinte d'acromégalie comparé au squelette de quelqu'un en bonne santé, normal. Et alors quand on regarde le crâne d'une personne atteinte d'acromégalie, vous voyez, il y a notamment la mâchoire surdéveloppée, la mastoïde qui est surdéveloppée, le front qui devient relativement fuyant parce que justement
la région au-dessus des yeux est surdéveloppée, la région en dessous des yeux aussi d'ailleurs se développe. Vous voyez ici, c'est pommettes hyper développées, mais la région au-dessus des yeux devient surdéveloppée de telle sorte qu'en fait il y a plus le front disparaît sous une masse osseuse qui donne l'impression en fait que le front est fuyant, alors qu'en fait il n'est pas réellement fuyant, mais c'est le développement osseux qui couvre finalement le front. Donc ça s'accompagne de pas mal de choses, l'acromégalie, en plus de la grande taille, et Maximalotras, d'après les descriptions qui en ont été faites, d'après les bustes qu'on peut en voir, vous voyez celui-ci par exemple, hein, d'après le profil du gars, il a quand même, vous voyez, des bons gros bourrelets supraorbitaires, des bonnes grosses pommettes, et un bon gros menton, comme on vient de voir sur ce crâne, une mâchoire très développée, un physique très robuste qu'on retrouve typiquement dans les cas d'acromégalie. Donc déjà, mauvaise idée de citer Maximalotras dans ton en-tête. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'en-tête? On a 2 figures bibliques, donc 0 reste archéologique ou ostéologique ou rien du tout. Tout ce qu'on a, c'est les écrits qui sont dans la Bible et dans les autres livres sacrés dont il ne reste aucune preuve archéologique. Et on a Maximalotras, dont on a d'abondants restes archéologiques qui permettent, dans la littérature scientifique, d'après la littérature scientifique, de diagnostiquer un cas d'acromégalie. Donc c'est dommage, déjà, dans un choix d'en-tête, c'est dommage. Mais on sait quel public est ciblé, du coup, vous voyez l'idée. Mais bon, là, on est dans cette partie-là du diagramme, vous voyez, entre Goliath, Og, Maximalotras. C'est pas cette partie-là du diagramme qui nous intéresse. La partie du diagramme qui nous intéresse, vous voyez, comparé à un être humain normal, c'est du menu fretin, ça. Nous, ce qu'on veut, c'est les vrais, les gros, les géants, là, ceux qui font 36 pieds de haut. 36 pieds de haut, madame, c'est extraordinaire, c'est 5 fois la taille d'un être humain normal, ça ne peut pas être un être humain, 36 pieds de haut. Alors, déjà, il faut noter, première chose, cette infographie ne vous donne absolument rien en réalité. C'est juste, voilà, il n'y a pas de preuve là-dessus. Je sais que mettre un squelette comme ça ressemble à « waouh, on a trouvé des preuves ». Non, c'est le même squelette copié-collé. Hein. C'est un squelette d'être humain normal copié-collé. Un être humain de 36 pieds de haut, ça aurait pas cette allure-là. Ça aurait des très grosses jambes. Voir ma vidéo sur Godzilla que j'ai fait la dernière fois, ça aurait de très grosses jambes et une beaucoup plus petite tête en proportion. Ça ressemblerait pas à ça, un humanoïde de 36 pieds de haut. Oui, ça ressemble à quelque chose de sérieux, mais en réalité, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne une date, ça vous donne une petite description, voilà, des Carthaginiens, découverts entre 650 avant Jésus-Christ et 640 après Jésus-Christ. Donc, bon, une bonne fourchette de 1000 ans, hein, vous voyez, c'est pas une fourchette, ça, c'est un râteau, madame, hein. Ça n'a rien à voir. Donc on nous donne des dates qui couvrent 1000 ans, on nous donne une description qui dit des Carthaginiens ont découvert 2 de cette taille, un tremblement de terre en Simorian Bosphorus a découvert un de plus. Donc on nous donne cette petite description, grammaticalement à peine juste, et qui nous dit qu'en gros, à l'époque des Carthaginiens, donc Antiquité, on a découvert 2 squelettes, et il y a eu un tremblement de terre dans ce qu'ils appellent là le Bosphorus simorien. Donc le Bosphore simorien, ça n'existe pas, le Bosphore simorien. Vous pouvez aller chercher sur internet, ça n'existe pas. Vous voyez, notre bon Google ne trouve absolument rien quand on Google Bosphorus Simorien. Alors le Bosphore cimérien, éventuellement, le royaume du Bosphore qui appartenait aux Cimériens, et qui en anglais devient le Cimmerian Bosporus, là oui ça existe. Mais ça, il aurait fallu prendre le temps, si vous voulez, de googler la chose, vous voyez, ça aurait pris... Vous vous rendez pas compte de la quantité d'efforts que ça demande à chaque fois de s'informer comme ça indépendamment, d'être un chercheur de véritude. Ça demande de rien faire, de rien googler, juste de prendre un squelette, de le copier-coller en grand. C'est vachement dur, c'est vachement compliqué de créer une infographie comme ça, vous comprenez pas. Alors allez googler en plus que c'était pas le Simorian Bosphorus, mais que c'était le royaume Bosphorus cimérien. Ah là, dis donc. Mais en plus, il faut être érudit. En plus, il faut être érudit pour faire ses recherches tout seul. Non mais oh. Non mais oh. Oh. S'exprimer, mesdames et messieurs, je sais pas qui a fait cette infographie, mais alors s'exprimer en public sans savoir de quoi on parle,
Tada. Leçon numéro 1. Donc vous avez ce petit encart d'informations qui ne vous rapporte rien, vous avez un squelette qui ne vous apporte aucune information sur quelle partie était conservée, à quoi ressemblait le géant, bref, vous n'avez rien, et surtout vous n'avez pas de source. Donc si vous voulez aller vérifier l'information, eh ben vous allez vous faire voir. Oui madame, oui madame. Vous allez vous faire voir si vous voulez vérifier l'information, eh bien figurez-vous que moi je l'ai fait, et il y a pas de géants carthaginiens qui ont été découverts entre 650 et 640, enfin 640 avant Jésus-Christ et 640 après Jésus-Christ. En tout cas, aucun dont il reste quoi que ce soit qui permettrait de vérifier que cette affirmation est vraie. Donc tout ce qu'on a, c'est des vieux récits, et le vieux récit le plus connu, c'est celui de Saint Augustin. Donc Saint Augustin, qui dans son livre De Civitae Dei, publié en 424, rapporte effectivement avoir trouvé des restes de géants à Utique, notamment des dents, donc Utique qui est l'actuelle Tunisie, et ces restes archéologiques étaient attribués aux Carthaginois. Et donc c'est ce que nous dit cette publication de la Geological Society, publication donc par Gaston Godard. Et cette publication elle est très intéressante parce que justement elle nous parle d'un géant dont il ne reste non pas la dent, ça on l'a pu, mais par contre, il nous parle d'un géant qui nous vient d'Utique, donc de Carthage, et dont Peiresc, un scientifique qui a vécu dans vous voyez, au XVIIe siècle, et dont Peiresc a fait un dessin. Et cette publication nous offre très généreusement une copie de ce dessin. Tada! Ça, c'est une dent typique d'éléphant d'Afrique. Voilà votre géant carthaginois, mesdames et messieurs. Le géant carthaginois est en fait un éléphant. Et en plus là on peut même dire que c'est éléphant d'Afrique ou très proche éléphant d'Afrique parce que contrairement à l'éléphant d'Asie où il y a beaucoup de ces traits, vous voyez ces traits ici, ces crêtes qu'on appelle des lofs chez les éléphants. Chez l'éléphant d'Asie il y en a beaucoup et ils sont très étroits. Ainsi que chez les mammouths, les mammouths en ont même encore plus que les éléphants d'Asie. Mais chez l'éléphant d'Afrique, en fait, les crêtes, ces lofs, sont très épais et ont une forme de diamant au milieu. Vous voyez cette espèce de triangle ou un diamant. Donc ça, c'est typique éléphant d'Afrique. Ceci est typiquement une dent d'éléphant d'Afrique. Voilà vos géants d'Utique et vos géants carthaginois. Pour ce qu'il en reste, tout ce qui nous en reste, c'est le dessin d'une dent et cette dessin de dent, c'est un éléphant. Et donc ça a été débunké déjà par Peiresc, c'est Peiresc qui l'avait déjà identifié à l'époque en tant qu'éléphant, Peiresc donc qui vivait entre 1580 et 1637. Donc Internet en 2024, tu n'as aucune excuse. Même cet article-là, en réalité, il a été publié, attendez que je trouve la date, en 2009. Donc notre géant carthaginois, au placard. Voilà. Il en reste rien, et pour ce qu'il en reste, c'est de l'éléphant. Nous passons maintenant en 1613. 1613 en France, près du château de Chaumont, un squelette complet, quasiment complet, a été découvert de 26 pieds de haut. Quasiment 26 pieds de haut. Mais de quoi pourrait-il s'agir? Eh bien, il s'agit de Teutobochus, le fameux roi des Cimbres Teutobochus, Teutobochus ici, qui a été étudié par de Blainville par exemple. De Blainville qui était donc un grand anatomiste du 19e siècle du Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc Monsieur de Blainville nous dit bien, donc les ouvriers ont reconnu au château de Chaumont, voilà, qui appartient au marquis de Langeau, à 4 lieues de Romans, donc c'est bien chez nous, c'est bien en France, les restes d'un grand squelette appartenant à Teutobochus Rex, donc Teutobochus, le roi des Cimbres et des Ambrosiens, qui a été défait par Marius 150 ans avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'interprétation qui avait été faite des ossements de Teutobochus à l'époque où ils avaient été découverts, donc effectivement on pensait que ça appartenait à un géant. Sauf que depuis, eh bien on les a retrouvés, ces ossements. On les a retrouvés, ces ossements de Teutobochus, et surtout, on les a retrouvés au château de Langon, enfin au château de Chaumont, là où ils avaient été découverts, ils avaient été restitués à la famille de Langon, à qui appartient le château, et donc ils étaient toujours là-bas, il y a toujours écrit d'ailleurs dessus Teutobochus, bon c'est pas hyper clair là, mais c'est toujours écrit dessus, Teutobochus, et donc ces ossements, ils sont pas seulement accompagnés d'ossements, ils sont aussi accompagnés de dents,
que vous voyez ici et qui ont été étudiés par un paléontologue qui s'appelle Gainsbourg en 1984. Donc encore une fois, Internet, tu n'as aucune excuse. Et donc il y a des dents, et notamment celle-là, qui est une prémolaire. Et alors, c'est une prémolaire, et vous pouvez d'ores et déjà voir qu'à son allure, elle a pas du tout l'air d'une prémolaire humaine, mais alors genre du tout. Donc, déjà, vous pouvez exclure que c'est un géant humain. Rien qu'en regardant cette dent, elle a pas l'air d'une dent humaine du tout, elle a pas les 4 côtés qu'on voit chez les humains, elle est pas du tout bunodonte. Ça a rien à voir avec une dent humaine, c'est une dent qui est lophodonte, hein, elle a des lophes. Et déjà là, quand je vous ai parlé de l'œuf tout à l'heure avec les éléphants, avec la dent d'éléphant, ça devrait normalement faire tilt. Oui, c'est une dent d'un proche parent des éléphants, c'est une dent qui appartient à Deinotherium. Donc regardez la différence entre quelqu'un qui fait ses devoirs et quelqu'un qui les fait pas. Quand on fait pas ses devoirs, Teutobochus, c'est ça. Et quand on fait ses devoirs, Teutobochus, en fait, c'est ça. Ah oui, hein, c'est pas pareil, hein, la différence, elle est flagrante. Donc Teutobochus, en fait, c'était un dinotherium. Les dinotheriums sont des proboscidiens, mais ce sont des parents très lointains des éléphants, puisque leurs deux lignées se sont séparées il y a à peu près 30 millions d'années, voire même un peu plus que ça, selon les fossiles qu'on inclut dans les dinothères. Mais en gros, c'est des lignées qui se sont séparées il y a 30 ou 40 millions d'années. Les éléphants ont pris une certaine direction évolutive qui leur a fait garder les défenses du haut, alors que les dinothères, eux, ils ont gardé une certaine direction évolutive qui leur a fait conserver les défenses du bas. Et c'est pour ça qu'ils ont les défenses tournées vers le bas comme ça. En fait, elles sont pas seulement tournées vers le bas, mais ce sont les défenses inférieures. Et donc l'ancêtre en commun des deux avait à la fois des défenses en haut et en bas. Donc notre géant de 1613, c'est en fait Teutobochus, et c'est en fait un Deinotherium. D'ailleurs, vous pouvez même vérifier la date sur l'article de Blainville ici. Voilà, le 11 janvier 1613, c'est exactement le même. On reste en France avec 1456. En 1456 en France, à côté d'une rivière à Valence, on aurait découvert un géant de 23 pieds de haut. Et honnêtement, je n'ai aucune idée de où ils sortent ça, parce que la seule référence que j'ai trouvée à ce géant, c'est dans les recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes du fameux Georges Cuvier, l'homme qui a inventé l'anatomie comparée. Georges Cuvier, grand génie de son temps, qui a donc était le premier à... C'est pas vraiment lui qui a créé l'anatomie comparée, parce que comparer l'anatomie, c'est quand même quelque chose qu'on faisait déjà avant lui. Ceci étant dit, quand on voit que les mecs étaient capables d'identifier des dents d'éléphant pour des dents d'êtres humains, alors qu'elles sont complètement différentes, ça coulait pas de source non plus, l'anatomie comparée. On va être d'accord quand même sur le fait que on revient de loin avec ça. Mais bref, Cuvier, ça a été le premier à mettre en place... formellement, voilà, on va utiliser le mot formellement, l'anatomie comparée. Et donc, Cuvier, il nous parle de ce géant de Valence, où l'un de ses collègues, du nom de Jussieu, nous dit-il, a dit avoir vu autrefois des os d'éléphants suspendus dans une église de Valence, qu'on y disoit de géant. Voilà, le géant de Valence, débunké en 2 lignes. C'était aussi un éléphant. Point à la ligne, on passe à autre chose. Et si vous vous sentez plus malin que Cuvier en disant mais non c'était pas vraiment des os d'éléphant, allez prouver le contraire, retrouvez les ossements en question. Voilà. Parce qu'on demande que ça, hein. Nous on demande que ça, on demande que des preuves. Mais là, voilà, t'as Cuvier qui dit non c'était de l'éléphant. Et moi quand Cuvier me dit c'est de l'éléphant, je le crois. Parce que c'est Cuvier, et Cuvier il est plus fort que toi. C'est pas Sega qui est plus fort que toi, c'est Cuvier. On passe maintenant en 1577 avec le géant de Lucerne, retrouvé, nous dit-on, sous un chêne qui s'est retourné dans le canton de Lucerne, donc en Suisse, si je ne m'abuse, et qui mesurait presque 20 mètres, enfin 20 mètres, non, 20 pieds de haut, mesdames et messieurs. Oui, évidemment, c'est une infographie américaine, c'est en pieds, hein. J'ai pas fait la remarque depuis le début, mais oui, débrouillez-vous pour faire la conversion, voilà, parce que les Américains ils sont comme ça. Nous on utilise notre moyen primitif de mesurer, voilà. Surtout ceux qui sont très conservateurs comme ça, on utilise notre moyen primitif de mesurer les trucs, et puis si t'es pas d'accord, tu fais comme nous quand même, et puis c'est tout. Le canton de Lucerne et son géant, il a été retrouvé. Il existe bel et bien ce géant de Lucerne. Alors vous voyez ici dans une coupure de presse datée de 2015. Il a été retrouvé. C'est bien le même, hein, vous voyez les Luzerner. Alors c'est en allemand évidemment, mais Luzerner écrit ici, donc à Lucerne, hein, les Lucernois, 1577, donc la même date.
Et évidemment, je n'ai pas besoin de vous traduire, il y a écrit en gros ici à l'arrière, c'est en fait un mammouth. Voilà, le géant de Lucerne, on en a retrouvé les ossements, vous voyez, ils sont là, ils étaient conservés gentiment. Alors, et juste ici, une coupure de presse de 2014, au cas où ça suffisait pas, voilà, une autre coupure de presse qui présente le géant de Lucerne, voilà, dans son cabinet ici. Les ossements sont bien présentés ici, et on vous montre bien, du coup, que c'était autrefois interprété comme, c'était là, vous voyez, une petite figure de géant, là, autrefois interprété comme un géant, c'est maintenant interprété comme étant un mammouth. Ce sont donc des ossements de mammouth qui date de 30 000 ans. Voilà, ce géant de Lucerne, donc ce n'est pas du tout un géant, ou en tout cas ce n'est pas un humain géant, c'est un éléphant, c'est un mammouth. On passe pas en fait, parce que Maxima Lotras on l'a déjà fait, on a déjà fait Goliath, il en reste rien, on a déjà fait le roi de Bashan, Og, dont il ne reste rien non plus, donc il n'y a aucune preuve que ce soit des géants ou que ça n'en soit pas. Donc on va terminer avec ce géant de Turquie découvert à la fin des années 50. Alors là, vous allez me dire, la fin des années 50, les temps modernes, mesdames et messieurs, 1950, on doit forcément avoir des restes de ce géant, puisque les techniques archéologiques étaient déjà modernes en 1950, les techniques de conservation des fossiles étaient déjà en place, les musées étaient déjà en place. Eh ben non! Vous oubliez qu'on est chez les créationnistes, donc évidemment, il en reste rien de ce géant, comme par hasard. Comme par hasard. Bah oui, on serait bien embêté de dire que l'humain était géant si jamais quelqu'un est capable de voir les ossements pour vous dire, bah non, c'est pas géant du tout, t'es con. Mais heureusement, Internet est un lieu formidable, et évidemment, il y a des sites créationnistes qui ne manquent pas de partager le fait que, en fait, il y a un musée créationniste quelque part qui a conservé une reproduction de cet os, de ce fémur de géant. Et vous voyez ici une photo, magnifique photo à l'échelle, avec un être humain moderne, et ici donc une reconstitution de la hanche et des jambes de ce géant, étant donné la taille de cette reproduction, de la reproduction de ce fémur. Et alors là, il n'y a pas à tortiller du cul, ça a quand même l'air d'être un fémur humain, mais vachement gros. Et donc là, vous allez me dire, mais ça y est, je suis cornered là, je suis en PLS, l'évolution en PLS, on a démontré, ça y est, que l'évolution était fausse, les humains géants existent réellement, la Bible est vraie, tout est vrai, on est foutu. Non, vous inquiétez pas, il y a d'autres photos sur Internet que cette espèce de cliché dégueulasse. Il y a notamment des photos qui ont été faites beaucoup plus récemment et en HD. Vous voyez ça, c'est la même... exactement le même display, exactement le même truc, mais en HD, et donc ça permet de zoomer dedans. Et quand on zoome dedans, bon, alors on voit déjà l'aspect, il n'y a pas de doute que ce soit une copie d'un os, c'est pas du tout un os original, mais ça n'en a jamais été autrement, ah oui, et puis au passage, faut quand même vérifier, mais c'est évidemment 1950, Turquie, c'est exactement le même os, c'est bien lui. Donc c'est bien le même os, 1950 Turquie. Et donc cet os, vous voyez, il a effectivement un aspect tout à fait humain. Il y a d'ailleurs même un os humain ici, un petit fémur humain, certainement obtenu dans une tombe vous savez, des populations locales dont on se fiche pas mal, vous voyez. Vous savez, les mêmes gens qui vous disent que les Indiens étaient géants, dont j'avais parlé dans un précédent débunkage et pénitence, et puis on vous déterre tout ça, et puis on vous met des clous dedans pour en faire des fausses momies, tout ça, oui, bon. Donc j'ai pas envie vraiment de savoir d'où il vient, cet ossement humain. Lui, par contre, il a l'air d'être tout à fait vrai. Et certainement son origine est très sale, mais c'est effectivement un ossement humain réel, un fémur réel. Bon, ils l'ont cloué à l'envers, mais ça, on va pas demander à des créationnistes de faire les choses intelligemment, ce serait dommage. Donc il est à l'envers, la tête de fémur qui est censée être vers le haut, ici est vers le bas, et le genou qui est censé être vers le bas, ici est vers le haut, là, mais bon... Vous voyez la tête de fémur ici, voilà. Vous voyez un grand trochanter ici, un grand trochanter là, c'est un point d'insertion musculaire. Et ici, vous voyez un petit trochanter. Vous voyez ces petits trochanters, ce petit os qui dépasse là, reproduit en grand ici, vous voyez, sur ce dessin d'une hanche humaine qui a été juste prise et agrandie. On ne va pas s'embêter à prendre en considération des choses aussi bêtement scientifiques, aussi bassement matérialistes que l'allométrie. Non, on prend l'être humain actuel et on l'agrandit et ça fait un être humain géant.
Donc l'allométrie, on l'emmerde, mais du coup, ça nous permet de bien voir que il est censé y avoir un trochanter ici, un petit trochanter. Et là, il y en a pas. Vous voyez, là, on voit bien le trochanter de l'image sous-jacent n'a rien de correspondant sur cet os soi-disant de géant, cette reproduction soi-disant de ce géant. Tout se passe comme si il lui manquait, comme qui dirait, un point d'insertion musculaire, qui plus est de muscles tout à fait négligeables, puisqu'il vous aide à soutenir le poids de vos viscères. Vous voyez, c'est un muscle qui passe là sous le bassin et qui vous permet ça vous aide un petit peu, si vous voulez, pour vous expliquer les choses de façon imagée. Ces muscles-là qui s'insèrent par là, ils contribuent à ce que alors c'est pas les seuls évidemment, mais ils contribuent finalement à ce que vos intestins ne finissent pas dans votre scrotum. Ce serait dommage, d'autant que chez un géant, la gravité est un énorme problème. Donc ce serait dommage de se passer de ce muscle-là. Et en l'occurrence, si allométrie il y avait, je m'attendrais à ce que ce point d'insertion soit plus grand chez un géant plutôt que plus petit. Oui, oui, c'est vrai que ça avait l'air très humain de loin, et si on se contente de le regarder de loin, on peut être dupé, mais non, en réalité, il manque des choses. Il manque des choses assez cruciales à ce fémur pour permettre, on va dire, d'être réaliste. Donc le pauvre petit fémur là ce pauvre petit fémur ici grand fémur de géant à qui il manque son petit trochanter, perdu, et d'autant plus ironiquement perdu que la solution était vraiment, ils ont dessiné en fait le trochanter, mais ils ont pas pensé à le mettre sur leur faux fémur. C'est dommage. C'est vraiment très 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 dommage. C'est donc non sans joie que je barre ce squelette en disant fake. Voilà, tout là-dedans, il y a rien là-dedans qui résiste à un examen minutieux de la littérature ou à simplement se poser la question: est-ce qu'on a vraiment des preuves matérielles de ça? Voilà, soit vous en avez pas, ou soit quand on les a, c'est pas des géants, c'est généralement des proboscidiens, donc des éléphants, des mammouths, des dinotères, ou des fakes. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt sur Entracte Science, salut!